Mais donc bonjour à tous, mon collègue Oscar et moi-même, nous allons vous présenter le cadre d'une bonne architecture ArcGIS, donc qui est un site en fait de référence où vous pouvez trouver toute une série de bonnes pratiques pour mettre en œuvre une architecture ArcGIS. Donc c'est une présentation générale et introductive au monde de l'architecture et aux ressources qu'Esri met à votre disposition. Donc je suis Adrien, je suis le manager du support technique chez Esri Belux. Et moi, je suis Oscar Tison et je suis développeur SIG pour Esri Belux. Alors, nous allons vous parler simplement d'abord du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'architecture? Pourquoi est-ce qu'il y a une présentation complète sur ce thème? Qu'est-ce que le centre d'architecture, le site qu'Esri met à notre disposition? Ensuite, pour ceux qui ont déjà suivi cette session l'année passée, quoi de neuf depuis la présentation de l'année passée? Et alors ensuite, on ira un peu plus dans une des sections du site. On a choisi la section des piliers qui donc passe en revue une série d'aspects pratiques comme la performance, la sécurité, l'automatisation. Et puis il y aura évidemment un peu d'espace pour des questions. Alors tout d'abord, pour nous un peu apprendre à vous connaître et voir à qui on a affaire, je voudrais savoir qui ici se considère plutôt comme un développeur, ici j'ai développeur tout court. On a Oscar, tout, qui est plutôt un analyste, c'est-à-dire plutôt quelqu'un qui travaille dans les logiciels ArcGIS, à par exemple réaliser des analyses des cartes. Deux personnes, qui est plutôt un responsable SIG, peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'opérationnel, qui est plutôt ingénieur, administrateur, mais aussi informatique, donc pas spécialement spécialiste GIS. Et évidemment, on sait bien comment ça va, tout le monde peut avoir plusieurs chapeaux, certainement dans un monde spécialisé comme le nôtre. Et alors aussi une question, vraiment la question de base pour en architecture, c'est où se trouve votre infrastructure, où se trouve votre ArcGIS? En fait, est-ce qu'il est sur site, sur un PC que vous connaissez? Pour qui est-ce que c'est le cas? Il y a une personne. Est-ce que c'est dans un fournisseur cloud? On fait surtenir deux aussi. Ou est-ce que c'est complètement géré par un tiers? C'est-à-dire que vous utilisez des choses qui vous sont fournies, mais ce n'est pas vous qui gérez l'infrastructure. Alors je suppose que ceux qui n'ont pas levé leurs mains, soit ils ne savent pas, soit ils n'utilisent pas encore ArcGIS, mais ça, ils vont apprendre. Mais bon, retenez que ça, c'est une question vraiment de base, que de savoir où est-ce qu'on va installer. Et donc, pour cette question et pour d'autres questions de ce genre, Esri a créé le centre d'architecture ArcGIS. Alors, on peut voir ArcGIS par l'angle de toutes les applications, toutes les différentes petites applications que vous verrez dans les différentes sessions aujourd'hui, mais aussi en tant qu'une plateforme d'entreprise, en fait, qui donc regroupe toute une série d'applications pour atteindre des buts. Ces buts, ce sont des systèmes. Donc, par exemple, on pourrait avoir un système de sécurité d'un aéroport ou un système d'édition de parcelles. Donc ça, c'est un peu un objectif fonctionnel qu'on veut atteindre. Et puis, on va voir mais quels éléments de la plateforme ArcGIS on doit combiner afin d'atteindre un système qui réalise ce but. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'architecture ArcGIS. Alors, ce système, il peut avoir plusieurs caractéristiques qui vont faire qu'on va faire tel choix ou tel autre choix dans la conception. Par exemple, est-ce que c'est un usage général spécialisé? Un aspect important pour nous, c'est ce qu'on est dans un système géocentrique, c'est-à-dire basé sur un GIS, ou plutôt géo-activé, geo-enabled, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une carte qui est un widget, une petite application au sein d'une application plus large. Voilà, quel niveau de géo on a dans notre application. La personnalisation, est-ce qu'on prend un software tel quel, on l'installe, il est prêt à l'emploi, il est off the shelf en anglais, issu de l'armoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, sur mesure, développé, customisé? Est-ce que l'empreinte est faible, quelques utilisateurs, ou grande? Et alors, de plus en plus, on voit que le GIS évolue d'un aspect plus administratif vers un aspect critique pour la mission. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que historiquement, on voit beaucoup, c'est qu'on a quelque part un bureau avec quelqu'un qui a ArcMap et qui fait des analyses de données, il réalise des cartes, il réalise des graphiques, et puis il va partager l'un ou l'autre PDF avec des collègues. C'est ce qu'on appelle donc cet aspect administratif. S'il est malade,
c'est pas grave, on va peut-être devoir attendre qu'une analyse arrive le mois suivant. De plus en plus, on a du GIS qui est utilisé pour des opérations de terrain, pour consulter des données en temps réel, pour avoir un accès à des databases partagées. Et donc on arrive dans un aspect critique. Si le système n'est pas accessible, il y a des impacts directs sur des utilisateurs ou des utilisateurs de terrain. Donc ça, c'est un aspect qu'il est de plus en plus à prendre en considération. Pour répondre un peu à cette évolution du GIS, Esri a mis à disposition un nouveau site qui s'appelle le Centre d'architecture, qui est accessible au site facile à retenir architecture.argis.com avec une version en français /fr. Le site est vraiment plutôt destiné à des professionnels de l'informatique. Donc il y a toujours des pages de documentation ArcGIS, mais qui sont plutôt dédiées à des utilisateurs ArcGIS déjà introduits, on va dire, alors que ce site-ci s'adresse surtout à des gens qui abordent ArcGIS par un angle informatique et doivent ensuite être dirigés vers peut-être des ressources ArcGIS préexistantes. Par exemple, la vue d'ensemble donne une introduction à ArcGIS à des gens qui sont plus des professionnels de l'informatique. Les piliers, on les passera en revue plus tard, ce sont des choses comme voilà, l'aspect performance, l'aspect sécurité, différents aspects informatiques d'ArcGIS. Et alors, dans modèle et pratique, on a beaucoup de cas d'utilisation qu'on peut réutiliser. Et puis la bibliothèque, là on arrive à un aspect plus, juste à une série de ressources qu'on peut réutiliser. Je vais y revenir. Je vais revenir surtout à mon slide. Ouais. Hop, voilà. Donc, ça c'est un peu la structure du site que je vous ai présenté avec les différents onglets, mais juste présenté autrement. La vue d'ensemble, très introductive. La bibliothèque, là c'est vraiment des ressources très détaillées, des choses que vous pouvez réutiliser, comme des petites applications déjà préfaites. Et entre les deux, des pages de documentation qui vous expliquent. Donc la vue d'ensemble. Voilà, c'est une petite vue d'ensemble pour ceux d'entre vous qui ont moins d'expérience avec ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, avec l'architecture. De quoi on parle en fait? En fait, pour utiliser ArcGIS, on va partir de l'aspect workflow, processus, c'est ce que l'utilisateur peut voir. Derrière ces processus, il y a des applications. Derrière ces applications, il y aura des services web qui mettent à disposition des données ou des interactivités. Derrière ces services, il y a des données dans des géodatabases, par exemple. Derrière ces géodatabases, il y aura une infrastructure qui se trouve soit locale, soit dans le cloud. Voilà, c'était ça un peu la question que je vous ai posée au début. Et donc, de cet empilement de couches informatiques vont provenir différents choix, par exemple le choix d'avoir ArcGIS Enterprise ou le choix d'avoir ArcGIS Online. ArcGIS Online est la solution Software as a Service, SaaS, donc tout est hébergé, tout est géré par ArcGIS, par Esri, alors qu'avec ArcGIS Enterprise, c'est à nous de faire une installation sur Windows, sur Linux, sur Kubernetes, mais on a aussi plus de contrôle sur, par exemple, le stockage de données dans telle ou telle database. Donc voilà, ça c'est vraiment l'introduction très basique sur le système, la plateforme, comme on dit, ArcGIS moderne. Alors on va avoir toute une section avec des modèles de systèmes, donc comment on arrive par exemple à avoir un système d'édition de données, un système de travail de terrain, avec des pages qui vont ensuite rediriger vers d'autres ressources plus spécifiques. Et tout ceci ensemble crée ce site. Mais je vais vous montrer, on va montrer les piliers dans une autre un peu plus tard, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu la bibliothèque d'architecture, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Donc on peut y retrouver des articles de blog, études de cas, mais aussi des articles techniques, et toute une série de choses en fait qui souvent existaient déjà, mais étaient disponibles dans un GitHub ou dans une... Ah, je suis en anglais, je vais le remettre en français juste après. Cette librairie, cette bibliothèque reprend une série de ressources qui étaient un peu dispersées dans des forums ou dans des GitHub ou d'autres ressources, et les a rassemblées ici pour un public plus architecte. Donc si on clique sur toutes les catégories, c'est un bon petit truc que je voulais vous montrer, parce qu'on voit qu'on a aussi, par exemple, ici, programme d'apprentissage, architecture de référence, outils,
personnellement, je ne comprends pas que ça s'était caché sur le site, parce que c'est quand même vachement chouette. Comme par exemple les outils. Alors là aussi, c'est des outils donc, qui existaient auparavant, mais que vous pouvez réutiliser pour vous. Par exemple, ici, le EGDB Health, c'est un outil qui vous permet d'analyser la santé de votre Enterprise Database. Ou alors ici, on va avoir des scripts pour pouvoir automatiser une installation. Donc voilà, toute une série de ressources qui existaient déjà, mais que ici Esri a rassemblées. Et alors les architectures de référence, ça aussi, c'est quelque chose d'assez utile d'avoir une étude, par exemple, voilà ici une étude sur comment gérer un grand nombre de parcelles avec SQL Server. Et donc avant de vous lancer là-dedans, vous pouvez aller lire comment ça a été réalisé et quelles sont un peu les bonnes pratiques recommandées par Esri. Donc voilà, quand vous arrivez dans le concret, dans le détail, c'est toujours bien d'aller voir s'il n'y a pas déjà un article, une étude qui a déjà regardé le même cas qui vous intéresse. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie la plus détaillée du site. Alors, on va vous parler un petit peu aussi de l'architecture comme aussi la réalisation de graphiques pour expliquer un petit peu ArcGIS et créer un peu une communication harmonieuse dans votre organisation. Ça, c'est ce qu'on appelle Esri Standard Solution Concept. Donc, c'est une vue d'ensemble de la solution standard ArcGIS moderne qui se base donc sur un portail ArcGIS, ArcGIS Enterprise, connecté le plus souvent à un ArcGIS Online, ne fût-ce que pour réutiliser des couches de fond de plan issues du Living Atlas, mais aussi peut-être d'autres choses comme du routing de véhicules, calculer des itinéraires. Les utilisateurs vont être soit sur desktop, ArcGIS Pro, soit via des applications web, soit via des applications mobiles, ou un des trois, ou deux des trois, voilà. C'est un peu un template de base qu'on peut modifier. On va avoir des bases de données, des data stores, on va avoir un ou plusieurs serveurs, on peut avoir des serveurs génériques ou des serveurs dédiés, comme l'extension Image Server pour gérer des rasters par exemple, ou Notebook Server pour gérer du code. On va avoir des extensions éventuelles vers une customisation, une automatisation, éventuellement des liens vers d'autres logiciels, donc on peut encore étendre ce graphique pas mal vers la droite. Mais donc ça, c'est une vue d'ensemble générique et relativement basique. Après, un système dédié, là, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il nous faut dans un certain cas. Est-ce qu'il nous faut peut-être, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, avoir plusieurs serveurs, peut-être avoir une certaine redondance. On a deux installations ArcGIS Enterprise avec un mécanisme de failover, c'est-à-dire que quand on a un système qui crache, le deuxième reprend la main. Est-ce qu'on va avoir plusieurs data stores parce qu'on a plusieurs types de données à stocker? Donc voilà, comment est-ce qu'on va d'une architecture standard vers une architecture dédiée à notre besoin? Ça va être via des conseils, via des bonnes pratiques qu'on trouve sur le site ou venant d'experts. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'un graphique simple à un graphique dédié? Il y a aussi des petits trucs pour ça. Et notamment, toutes ces icônes que vous voyez ici, en fait, oui, tu peux lancer la petite vidéo, on peut les trouver dans la bibliothèque d'architecture, où on a un Diagramming Toolkit qui est disponible pour Visio ou pour Drawio ici, et donc pour pouvoir avoir toutes les icônes, voilà, Cloud Warehouse, Image Server, etc., portail. Donc ça peut faciliter d'avoir une communication harmonisée entre voilà, on sait bien comment ça va, entre des personnes informatiques, des consultants externes, voilà. Juste le fait de pouvoir faire des graphiques, documenter les choses, mais aussi réutiliser des conventions graphiques, ça aide beaucoup. Cette application Drawio est open source et gratuite, donc voilà, vous pouvez vous y mettre. Donc ça, c'était pour la présentation d'ensemble de ce site du Centre d'architecture ArcGIS, de ce qu'on peut y retrouver. Qui était là l'année passée? Je ne sais pas. Personne? Ah bah, tant mieux.
tant mieux. Dans ce cas-là, ça veut dire que tout ce que je viens d'expliquer, parce que c'était déjà une introduction que j'avais donnée l'année passée, ça veut dire que je ne l'ai pas fait pour rien. Mais sinon aussi, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année passée? L'année passée, c'était vraiment le lancement de ce site. Maintenant, on est 1 an plus loin. Et Esri a toujours évidemment des descriptions générales des différents patterns d'introduction à ArcGIS, etc. Mais ils vont maintenant plus dans le détail, avec des architectures de référence, des test studies, des case studies, des études de cas, où ils disent par exemple, voilà, la ville de New York a un système de gestion des égouts et voilà comment ils ont fait. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, on entre plus dans du spécifique de plus en plus. J'ai noté ici quelques nouveautés. Il y a une liste plus complète, mais c'est celles que je pense qui sont les plus intéressantes. Donc fin 2025, dans l'update de fin 2025, il y a eu une étude sur l'optimisation des instances de service. Alors ça, c'est un truc plus technique pour ceux d'entre vous qui gèrent ArcGIS Enterprise. C'est les petits programmes ArcSoc qui vont vraiment gérer l'utilisation de la RAM des différents services. Et donc, il y a toute une étude qui explique et qui voit différents cas et différentes paramétrisations pour optimiser l'utilisation de la mémoire et donc la performance utilisateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Plutôt que de juste rajouter de la RAM, on peut aussi optimiser. Des articles sur l'intégration, ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal, c'est que maintenant il y a une page par fournisseur informatique majeur. Donc par exemple, on a une page sur Adobe et ArcGIS. Il y a une page sur Salesforce et ArcGIS, une page sur Microsoft et ArcGIS, et qui donc prend un peu une page point de départ. Voilà, on m'a demandé d'intégrer un CRM Salesforce avec ArcGIS. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par là. J'ai au moins une page qui m'explique un peu est-ce qu'on peut intégrer au niveau données, au niveau interface, comment on fait, et qui va me repointer vers d'autres pages plus détaillées. Donc voilà, si vous devez faire ce genre d'intégration, vous pouvez commencer par aller voir là-bas. Une très bonne initiative. Et alors, dans la dernière mise à jour, celle de mars, il y a eu toute une série là aussi de nouveaux articles qui ont été publiés, et il y en a 2 que je recommande. L'un, ce sont des recommandations sur la souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut dire par souveraineté? C'est qu'est-ce qui est stocké où un peu? Est-ce que les choses sont stockées en Europe, aux États-Unis? Voilà, c'est des questions qu'il y a de plus en plus, et donc là, on a quelques guidelines qui là aussi référencent ensuite d'autres pages avec les références complètes. Et aussi sur les nouveaux types d'utilisateurs. C'est un changement qui est au point de vue des licences, mais qui est à la fois point de vue licence contractuelle et à la fois d'un point de vue licence technique. Et donc ça donne un point de départ pour ensuite là aussi rediriger vers soit l'aspect plus technique, soit l'aspect plus contractuel. Donc voilà, vraiment des bonnes mises à jour. Alors on va maintenant passer en revue avec vous un peu quelques aspects plus techniques. Au moins, évidemment, on a le temps qu'on a, mais au moins pour vous donner une idée du genre de ressources que vous pourriez retrouver sur ce site. Donc dans la section pratique d'architecture, on aura cette sous-section sur les piliers. Les piliers sont au nombre de 6, je pense. La sécurité, l'intégration, la fiabilité, l'automatisation, la performance et l'évolutivité et l'observabilité. Nous allons les passer en revue. On va commencer, donc voilà, c'est encore mieux expliqué ici. Et on va commencer par parler de performance avec Oscar. Oui. Donc, pour commencer, c'est quoi la performance? Donc, la performance, c'est la capacité du système ArcGIS à répondre à une requête d'un utilisateur. Donc, partons du principe qu'un utilisateur veut voir une web map, c'est le temps que ça prend avant qu'il voit quelque chose à l'écran. Et l'évolutivité, c'est la manière au système de prendre en charge le changement de taille du système. Donc si aujourd'hui on a 5 utilisateurs et que demain on en a 1000, comment est-ce que notre système va réagir? Comment est-ce qu'il va absorber ce changement d'utilisation? Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir aller mesurer tout ça? Pour la performance, on peut déjà mettre des bases. On peut dire que pour un certain service, on veut que l'utilisateur ait une réponse après maximum 5 secondes. Après, on peut aller tester ça. On peut voir si quand l'utilisateur
va utiliser ce service si les 5 secondes sont respectées, puis voir aussi dans les usages prévus, que si on a 50 utilisateurs, si c'est toujours le cas, est-ce que notre système va toujours fonctionner comme on s'y attendait. On doit aussi faire en sorte que quand on va concevoir un système, que par après, on peut facilement le faire grandir, que les montées en charge soient prises en compte par après, que ce n'est pas trop difficile de changer notre système, qu'il ne soit pas prévu pour être petit et rester petit. Et donc pour les personnes qui sont impliquées dans ce genre de questions, sont plutôt les personnes de l'IT et aussi, entre autres, les développeurs. C'est quelque chose souvent que je vois quand je développe une application. Je dois quand même aller voir comment mon application va interagir avec le système. L'impact que ça aura sur la performance, c'est pas le but que si moi je développe une application, que par après le système réagisse et que l'enterprise ne réagisse pas bien à cause de mon application. Et donc je vais vous montrer un petit use case de ça. Donc ici, dans un cas où on a un déploiement de base avec juste un portail, un hosting server et un data store, on peut s'imaginer qu'au départ, on a une dizaine d'utilisateurs ou une vingtaine d'utilisateurs, et par la suite, on va avoir une augmentation des usages concurrents parce qu'on n'a plus une dizaine d'utilisateurs, mais des milliers, parce que notre organisation a grandi, ce qui est positif. On va voir, OK, comment est-ce qu'on va faire pour faire évoluer notre système. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dupliquer le hosting server, ce qui fait en sorte que si on a des milliers d'utilisateurs, il y en a peut-être 500 qui vont partir à chaque fois vers le premier, et les 500 suivants vers le deuxième, ce qui fait en sorte que avoir plusieurs utilisateurs n'aura pas d'impact sur les autres. Donc, les utilisateurs ne sentiront pas qu'il y a plusieurs personnes en train de regarder une webmap. Si on est 5000 sur la webmap ou 10, on n'a pas envie que l'utilisateur final se rende compte de cette différence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution horizontale. C'est d'aller dupliquer un serveur pour justement aller mieux répartir la charge sur ces deux serveurs. Ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est faire évoluer le système de manière verticale. Et là, on aurait plutôt dit, on garde qu'un hosting server, mais on va lui doubler la mémoire RAM. Et on va lui ajouter 5 processeurs pour qu'il ait beaucoup plus de puissance. Mais en général, le faire de manière horizontale en dupliquant, ça donne aussi la possibilité de pouvoir le faire à tout jamais, parce qu'on peut continuer à ajouter des serveurs, mais la RAM, oui, déjà c'est coûteux, donc on ne peut pas continuer à en ajouter, les CPU, on ne peut pas continuer à en ajouter. Donc de là, le choix de le faire évoluer de manière horizontale. Ici alors, on pourrait encore prendre un use case différent, et on a plus d'utilisateurs, mais par exemple, certains de ces utilisateurs vont peut-être faire que du géocodage, ou aller faire autre chose avec des services de localisation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a été ajouter une instance d'un serveur vraiment dédicacée à ça, ce qui fait en sorte que quand il y a plein d'utilisateurs qui vont être occupés à faire du géocodage, les personnes qui sont juste en train de faire de la visualisation ne se rendront pas compte de ce qui se passe à côté. Donc on va vraiment aller séparer la charge. Il y a un serveur qui va s'occuper d'une certaine charge et d'autres serveurs qui vont s'occuper d'une autre charge pour faire en sorte qu'on ne ressente pas ça dans les autres utilisateurs. Donc il y a une session à part, sur la sécurité d'Harris Enterprise. Je voudrais juste vous montrer très rapidement le Harris Enterprise Hardening Guide. Donc c'est un très gros, c'est un gros PDF qu'on peut retrouver sur le site d'architecture ou sur le site trust.harris.com. Donc on ne va pas passer en revue les 146 pages, mais juste vous montrer. Qu'est-ce qu'on veut dire par hardening? On veut dire le fait de passer sur un système une fois qu'il est installé et d'aller, pour ainsi dire, verrouiller un maximum de portes et un maximum de fenêtres. Ou même se dire, cette fenêtre, est-ce qu'on en a besoin? Sinon, on peut toujours la murer. Comme ça, personne ne va jamais la casser pour entrer. C'est ça qu'on appelle donc du hardening, une durcification. On va avoir tendance à désactiver des choses qui ne sont pas nécessaires, parce que si ce n'est pas nécessaire, c'est juste un risque de sécurité. Alors, ici, on a toute une série de pages qui vont nous montrer comment aller passer sur notre déploiement pour le sécuriser. Juste vous montrer qu'il y a deux checklists, on va y arriver. Je vais voir quelques trucs, voilà. Voilà, une série de choses qui sont recommandées de faire. Et on va avoir deux checklists. Une checklist basique, qu'Esri recommande à tout le monde de passer en revue, et une checklist plus avancée. Par avancée, ce qu'on veut dire, c'est aussi des choses où il va y avoir un impact.
si on désactive une certaine fonctionnalité, ça sera peut-être plus safe, mais d'un autre côté, on a désactivé une fonctionnalité, donc peut-être qu'il y a un impact. Alors que le basique, c'est recommandé pour tout le monde. Et donc voilà, on va avoir toute une grande checklist avec une centaine de points, avec à chaque fois, on peut cliquer et aller avoir un lien vers l'aspect spécifique. Des fois, c'est un peu long, des fois, c'est très court, des fois, c'est juste vérifier que tel paramètre par défaut n'a pas été modifié par votre collègue administrateur. Voilà. Parce que souvent, les paramètres par défaut sont quand même sécurisés. Donc par exemple, voilà, si je clique ici, voilà, Manage Accounts, Reduce User Permission. Ça, c'est juste le point. Voilà, n'oubliez pas de régulièrement aller voir les rôles et les permissions assignés aux utilisateurs. Très simple. Voilà. D'autres fois, voilà, ici, manager les extensions Server Object Extension. Là, tout le monde n'en a pas, mais peut-être que vous, en tant qu'administrateur, vous ne savez pas qu'un développeur a créé un SOI. Donc, c'est bien de savoir où aller voir la liste des SOE. Voilà, c'est qu'un exemple. Donc c'est une checklist de choses à passer en revue pour sécuriser votre enterprise. Il y a la checklist basique. Et alors, si on va voir dans les annexes, les appendices, là, on va avoir une deuxième checklist, la checklist avancée, qui, elle, reprend les éléments du basique, plus encore d'autres éléments qui sont marqués comme avancés. Et donc là aussi, on peut juste passer ça en revue. Voilà. Une série de checks et de choses à considérer. Alors ça, c'était pour la sécurité. Maintenant, le pilier de l'intégration. Oui, donc le pilier de l'intégration, c'est comment intégrer avec d'autres systèmes. Ça, on peut aller le faire à plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux différents, la présentation, les applications et les données. Au niveau des présentations, ça peut être simplement une application custom créée en JavaScript avec le SDK d'Esri pour aller afficher des informations d'un autre CRM ou au contraire, dans votre CRM, aller montrer une petite carte avec des informations qui viennent d'Esri. Du côté application, ça peut être justement le fait d'aller ajouter des Server Object Interceptors, donc justement pour, par exemple, gérer l'accès à certaines données dans des couches différemment par rapport à d'autres systèmes que vous avez déjà. Et après, l'intégration au niveau des données, là, c'est vraiment au plus bas niveau. Et là, vraiment, c'est aller écrire des pipelines qui vont aller chercher des données d'un système pour aller les placer dans un autre système. Et donc là, on écrit des scripts. Et par exemple, vous voulez aller prendre toutes vos données de Salesforce et les intégrer dans votre système ArcGIS. Vous allez avec un script vraiment chercher toutes ces données et le mettre dans le système ArcGIS. Donc vraiment les recopier. Vu que le temps passe vite, on va passer assez vite sur la fiabilité. Et donc, c'est juste l'idée qu'on fait aussi attention à la continuité. Comme on a dit, les choses deviennent de plus en plus critiques. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir beaucoup? Une haute disponibilité, des stratégies de backup, des stratégies de disaster recovery. Qu'est-ce qu'on fait si tout crache pour remettre en place le système? Et une supervision, un monitoring. Là aussi, il y a une session dédiée sur Harris Monitor. Donc, on va passer à l'aspect suivant, l'automatisation. Oui, donc l'aspect d'automatisation, il peut aussi être fait à plusieurs niveaux. Ici, on a vraiment listé les plusieurs niveaux où ça peut être fait. Donc au niveau du workflow, on pourrait aller utiliser des webhooks pour piloter des workflows par des événements. On pourrait aussi aller dans les applications, écrire des notebooks pour faire la gestion de contenu. Au niveau des services, avec le REST API, on peut aller aussi intégrer certaines choses via des automatisations. Au point de vue des données, c'est comme je disais là tantôt, on pourrait aller écrire des scripts pour aller chercher des données d'un système vers un autre, faire ça tous les matins par exemple. Et d'un niveau infrastructure, là aussi, on peut aller automatiser tout à fait le déploiement d'un système ArcGIS, mais on pourrait aussi par exemple aller définir toute une infrastructure ArcGIS en code, et ça c'est plutôt dans le cas d'un ArcGIS Enterprise Kubernetes. Ensuite, le dernier pilier ? Le dernier pilier, c'est l'observabilité. Et ça, c'est quoi? C'est à tout moment savoir l'état général, l'état de santé de votre système ArcGIS.
Donc c'est savoir si le système est toujours en train de fonctionner, s'il y a des problèmes ou non, quels sont ces problèmes. Et donc tout ça, on peut aller le voir dans les logs des différents composants de notre système ArcGIS. On peut aller voir si le portail fonctionne toujours bien, on peut aller voir si la base de données ne donne pas de problème, etc. Et donc ça aussi, c'est à un niveau plutôt IT. Et c'est quelque chose qui doit être fait souvent. C'est aussi quelque chose qui est très, très lié avec la manière dont évolue notre système. Parce que si on voit qu'aujourd'hui, notre système est déjà à ses limites, qu'il utilise 90% de la RAM, 90% du processeur, on sait qu'on va peut-être devoir les passer à un système un peu plus évolué, avec plus de composants. Alors, on a préparé deux petites démos sur ce sujet, pour ne pas juste vous bassiner le texte. Tu donnes le scénario ou j'explique le scénario? Voilà, dans ce scénario, Oscar a récupéré un Experience Builder qui a été créé par un collègue, peut-être précédemment. Voilà, dedans, il y a une série de couches de points, les obstacles ETOD, une série de rasters. Évidemment, quand on est un nouvel administrateur qui débarque dans une organisation, c'est difficile de savoir des fois où sont les données, qu'est-ce qui a été fait par le passé. Certainement, s'il n'y avait pas toujours des bons processus, une bonne gestion des services et des données. Donc, assez peu d'observabilité sur ce qui est déployé. Aussi, évidemment, on donne des droits aux gens. Les gens vont après créer du nouveau contenu. Et à un moment, on peut perdre un peu la vue d'ensemble. Donc la solution à ça, c'est qu'on a été écrire un script, un petit notebook. Et donc ce que ce notebook va faire, c'est qu'il va aller se connecter au système ArcGIS. Il va ensuite aller chercher dans le système ArcGIS ici l'item avec un certain ID. Et donc c'est l'ID de mon Experience Builder que j'ai ici. Avec le Python API, on a une fonction qui va aller créer le graphe de dépendance. Donc il va aller chercher tous les éléments qui dépendent de cet élément. Ici, j'ai fait un peu de magie pour aller rechercher si mes items sont référencés ou pas. Donc pour voir si les données sont dans une base de données référencée ou pas. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai tous ces items, et je vais aller créer des graphiques. Je peux vous déjà vous montrer ici. En fait, ce qu'il a fait au début, c'est qu'il a trouvé que j'avais un Experience Builder. Il était de trouver tous les éléments qui faisaient partie de cet Experience Builder. Donc on voit ici, il y a eu... ça, c'est le nom de la web map. Ça, c'est le nom de ma couche référencée. Ici, c'est... on ne sait pas trop ce que c'est, mais on verra bien après. Donc ensuite, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais aller créer une belle illustration des dépendances entre tous les items. Donc ici, en mauve, j'ai mon Experience Builder de base, et je vois qu'une web map est utilisée là-dedans. On voit aussi qu'il y a un map service. Ce map service utilise une base de données référencée. On voit ici à droite, à gauche, à droite. On voit aussi que ma web map utilise un feature service. Ce feature service dépend lui-même d'un shapefile. On voit aussi qu'on utilise un BMS dans la web map. Et comme ça, on va pouvoir reconstruire ce qu'il y avait. On va comprendre les dépendances que notre Experience Builder de base avait. On sait aussi maintenant, grâce à ça, qu'on ne peut pas aller supprimer n'importe quoi dans le portail, parce que sinon, on va casser d'autres éléments. Et donc ici, c'est un peu le résultat qu'on a de tout ça. Maintenant, je vais juste vous montrer la même chose, mais dans le ArcGIS Monitor. Donc sur l'environnement où j'ai fait ce test, j'ai aussi un ArcGIS Monitor. Le ArcGIS Monitor, c'est une application à part. Il y a une session aussi à part sur cette application. Là, on vous montre un petit aspect de mise en scène. Et un des aspects, c'est qu'on peut faire ce que ici Oscar a fait en script. On peut aussi aller chercher un peu la même chose. J'ai cliqué sur l'Experience Builder qu'on est en train de voir juste avant. Et dans les relations, il va me créer aussi les relations qu'il y avait. Donc ici, on voit bien que j'avais ma couche, mon feature service avec les obstacles. On voit bien que ça dépend du portail. Ici, on voit même l'adresse IP du portail, donc on sait sur quelle machine le portail est installé. La même chose pour l'ArcGIS Server. Ici, juste en regardant vite fait, je me rends compte que l'ArcGIS Server et le portail sont installés sur la même machine. Donc ici, on peut vraiment aller observer l'état actuel de notre système ArcGIS en voyant où les composants sont installés. On voit même qu'il y a certaines choses en rouge.
Je ne sais pas si on peut le montrer. Ça, c'est plus. Ouais. Il y a une session sur Aris Monitor pour aller en détail Oui. sur le sujet, mais donc. On peut vous montrer ici quelque chose en rouge. On voit ici que pendant l'utilisation de la RAM est bien trop élevée. Et donc on voit vraiment l'état actuel de notre système ArcGIS en temps réel. Donc voilà, ça c'était le tour d'horizon sur le centre d'architecture ArcGIS et les différents piliers pour aller un petit peu plus dans le détail sur certains aspects. Donc évidemment, on ne peut pas passer en revue tout l'éventail des ressources à notre disposition. On voudrait juste vous dire que ces ressources peuvent vous aider aux différents stades. Donc pour essayer juste d'abord de vous documenter, de comprendre qu'est-ce que Esri met à votre disposition, concevoir, réfléchir avant d'agir, les étapes de construction, les étapes d'exploitation, puis aussi, important, les étapes où on va revoir, faire évoluer le système. Ce centre d'architecture peut vous aider tout au long du système, tout au long du cycle de vie. Quelques autres bonnes pratiques. Voilà, comme je vous ai dit, réfléchir avant d'agir. Une planification réfléchie, ça réduit les reprises, remises, les problèmes. Les enseignements tirés d'utilisation, toutes les bonnes pratiques que vous pouvez retrouver ici, ça vous aidera. Tirez parti de cette expertise dans votre organisation et auprès de chez Esri. De plus en plus, il faut traiter le SIG comme une infrastructure critique. On l'a vu récemment chez certains clients, quand le SIG n'est plus disponible, tout d'un coup, c'est la panique, ou en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus travailler. Appuyez-vous sur les architectures de référence, sur les modèles éprouvés, sur les études de cas mis à disposition. Et alors, une autre ressource que vous pouvez utiliser, il y a l'ArcGIS Academy, cet événement-ci, mais il y a aussi l'Esri Academy, qui est un site sur lequel se retrouvent toutes sortes de formations auxquelles vous avez accès. Et sur ce site, il y a un learning plan, donc une série de formations intitulée The Systems Approach to ArcGIS, qui reprend donc cette vue d'ensemble, cette vue high-level de la plateforme ArcGIS. Donc l'année passée, il y avait, vous voyez, en bas à droite, 1045 personnes qui l'avaient suivi ce cours. J'ai été revoir il y a quelques jours et il y avait 2200 personnes qui ont été suivre le cours. Ça veut dire que ça a quand même eu du succès depuis l'ArcGIS Academy 2025. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Et voilà, mais sinon nous restons à votre disposition pour toute question. Esri Belux, the science of where.